Et maintenant, l'invité de la matinale. Le président de la République lancera aujourd'hui, depuis la Sorbonne et en présence d'Ursula von der Leyen, l'initiative Choose Europe for Science, avec l'objectif d'attirer les chercheurs du monde entier en Europe et en France pour exercer. Pour en parler, pour évoquer cette ambition, avec nous, le directeur, le président du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Bonjour Antoine Petit. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Qu'attendez-vous de cette prise de parole du président de la République en présence de la présidente de la Commission européenne ? Je crois que c'est un signe supplémentaire qui va être donné aux chercheurs et aux chercheuses exerçant aux États-Unis, mais aussi peut-être dans d'autres pays où la science est empêchée. Un signe pour leur montrer que l'Europe et la France en particulier sont des terres d'asile potentielles pour eux. On va parler des avantages comparatifs, si j'ose dire, de la France en matière de recherche et de ses atouts séduction, si j'ose dire, auprès de ces personnels aujourd'hui soit expatriés, soit étrangers, qui seraient tentés par une installation en France. Mais des détails sur le CNRS qui lui-même est associé à cette initiative Choose Europe for Science. Quelle est votre ambition à vous, CNRS ? En fait, au CNRS, on a l'habitude de recruter des chercheurs et des chercheuses étrangers, puisque chaque année, un tiers à peu près des gens que nous recrutons sur des postes permanents ont une autre nationalité que la nationalité française. Donc pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau, et ce que nous souhaitons avec ce mouvement Choose Europe for Science, c'est finalement avoir une caisse de résonance pour que plus de chercheurs, plus de chercheuses aient envie de venir en France nous rejoindre. Alors, évidemment, ces sujets sont venus sur le devant de la scène depuis l'élection de Donald Trump, depuis les économies budgétaires forcées, si j'ose dire, qu'il a imposées à un certain nombre de laboratoires de recherche dans des grandes universités américaines. Alors, est-ce que l'objectif, et là il faut clarifier aussi les choses vis-à-vis de nos auditeurs, est-ce que l'objectif c'est d'aller chercher des Américains aux États-Unis qui seraient en rupture de banc académique, ou est-ce que l'objectif c'est de faire venir des chercheurs étrangers qui travaillent aux États-Unis mais qui ne sont pas forcément américains ? L'objectif numéro 1, il est de recruter les meilleurs et de les inviter à venir en France. Peu importe leur nationalité, ça peut être des Américains qui ont envie d'avoir une expérience à l'étranger, ça peut être des gens d'autres nationalités, par exemple des Français qui ont envie de rejoindre la France. Peu nous importe, la chose qui soit vraiment importante, c'est que ce soit des gens de valeur qui vont renforcer l'écosystème français de la recherche. Alors justement, l'écosystème français de la recherche, ça suppose quand même des choix de la part de la France, de la part aussi du CNRS, sur quel type de recherche nous intéresse. Est-ce qu'on va aller chercher plutôt des sciences humaines ? Est-ce qu'on va aller chercher les fameuses études de genre qui font dresser le poil sur la tête à Donald Trump ? Est-ce qu'on va aller chercher des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous avez des critères ? Le critère numéro 1, c'est la qualité scientifique, ça c'est clair. Après, au CNRS, on couvre l'ensemble des disciplines, le quantique, l'intelligence artificielle, la chimie, les sciences de l'environnement, la climatologie, et puis aussi les sciences humaines et sociales. Donc tout est ouvert, et évidemment l'objectif c'est de recruter un panel de gens qui vont, si ce n'est couvrir l'ensemble des domaines, mais en tout cas en couvrir une bonne partie, et les sujets ne manquent pas. Et maintenant on a vu aux États-Unis que les sujets qui sont le plus mis en cause par l'administration Trump sont ce qui a trait au climat, ce qui a trait à la biodiversité, ce qui a trait à la santé. Donc ça fait un certain nombre de sujets. Le président de la République a mis en avant aussi les sujets qui sont couverts par ce qui s'appelle les agences de programme qui ont été créées il y a quelques années. Mais encore une fois, l'idée, c'est de recruter les très bons ou les très bonnes qui ont envie de nous rejoindre, quel que soit leur domaine. Alors, vous m'avez dit qu'un tiers des recrutements du CNRS chaque année concerne des chercheurs étrangers, ce qui veut dire qu'avec l'initiative Choose Europe, et sous-entendu Choisissez la France aussi, on va monter en puissance, ce qui veut dire des moyens supplémentaires dans un pays dont il est convenu de dire qu'il ne fait déjà pas assez pour sa recherche scientifique publique. Alors, la France est un pays qui stagne en ce qui concerne l'ensemble des dépenses de recherche, qu'elles soient publiques ou privées. On stagne depuis une trentaine d'années, alors que nos concurrents, eux, progressent. Et donc, il y a un différentiel qui ne va pas dans la bonne direction. Finalement, le fait d'avoir ce grand mouvement de Choose Europe est aussi une manière de signaler cet état de fait qui est que la France est en train de prendre du retard. Et donc, même si nous sommes encore un grand pays scientifique, il faut veiller à le rester. Et il est clair que la question des salaires est une question absolument primordiale parce que les chercheurs et les chercheuses
ont le choix d'aller exercer leur talent partout dans le monde et que les conditions purement salariales ne sont pas les meilleures en France. Mais il y a d'autres arguments. Alors, on va évoquer les arguments de la France pour attirer ces chercheurs étrangers. On va donner quand même quelques chiffres. La Corée du Sud consacre près de 5% de sa recherche, 5% du PIB à la recherche. Les États-Unis, 3,5% environ. L'Allemagne, 3%. La France, le chiffre, c'est 2,2% du PIB consacré à la recherche. Vous me détrompez, hein, si tous ces chiffres sont mauvais. Mais c'est public et privé confondus. Voilà. Donc, que peut-on faire pour améliorer les choses, sachant, on l'a entendu dans un des journaux de la rédaction précédemment sur Radio Classique, grosso modo, pour bien accueillir un chercheur en France, l'installer, le motiver, c'est 1 million d'euros pour 3 ans. Alors ça, c'est vraiment pour les chercheurs confirmés. Ouais. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va les accueillir, on va en accueillir un certain nombre pour un peu moins. Ce qui est clair, c'est que les gens que nous allons accueillir, on va les payer comme les gens qui sont actuellement en France. Ce serait inacceptable pour l'ensemble de la communauté des chercheurs et des chercheuses exerçant déjà en France si des gens qui venaient d'ailleurs, que ce soit des États-Unis ou d'ailleurs, étaient payés beaucoup mieux. Donc on va les payer avec des salaires qui sont équivalents. Et dans la somme qui est indiquée, il est inclus ce qu'on appelle l'environnement de travail. C'est-à-dire si vous faites venir quelqu'un des États-Unis, qu'il soit américain ou pas, et qui vient en France, il faut l'aider à monter une équipe. Donc recruter un doctorant, recruter un post-doctorant, tout ça coûte de l'argent. Et dans ce 1 million d'euros, il y a tout à la fois. Il y a le salaire du chercheur ou de la chercheuse, il y a le fait qu'il va pouvoir recruter quelques collaborateurs, il y a éventuellement des infrastructures de recherche. Et tout ça fait 1 million d'euros. Mais si vous regardez 1 million d'euros, ça fait à la louche 300 000 euros par an. Si vous comptez le salaire de plusieurs personnes et l'infrastructure de recherche, vous êtes à des niveaux de salaire qui sont ceux habituellement pratiqués en France. Antoine Petit, président du CNRS, cas pratique, vous rencontrez un chercheur qui est à Stanford, à Yale, je ne sais où, et vous lui dites il faut venir en France, ça se passera bien. Quels sont les 3 atouts, quels sont les 3 avantages que vous pouvez mettre en avant ? Alors, ce qui est clair, c'est que la recherche est un exercice collectif, contrairement à ce qu'on croit parfois, et qu'un chercheur ou une chercheuse va chercher l'endroit où il va trouver des collaborateurs de valeur, et il va chercher aussi un endroit où il va y avoir des étudiants bien formés, il va chercher un endroit dans lequel il aura accès à des équipements de recherche de pointe. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement de recherche. Et ça, c'est offert par les grands pays scientifiques. Et comme je disais tout à l'heure, la France reste un grand pays scientifique. Et c'est ça qui va attirer les chercheurs et les chercheuses. Et peut-être qu'ils vont venir que quelques années en France et qu'ensuite ils repartiront ailleurs. Mais c'est pas grave. Ils auront tissé des collaborations avec des équipes françaises et ce sera bénéfique pour la recherche de notre pays. Ce qui veut dire que le premier argument, c'est des équipes bien formées qui les attendent ou pas en France. Il y en a d'autres, le cadre de vie, j'ose pas dire les transports, puisqu'aujourd'hui c'est la grève toute la semaine. Mais il faut les convaincre quand même. Oui, mais vous savez, si les centres de recherche des grands GAFAM, par exemple, pourquoi les grands GAFAM ont ouvert des centres de recherche en France ? C'est pas juste parce qu'on a du bon vin, c'est parce que avant tout, ils ont accès, encore une fois, à des chercheurs, à des étudiants bien formés. C'est pareil pour les chercheurs du monde entier. Après, la qualité de la vie, oui, ça va intervenir comme pour tout un chacun, mais c'est clairement pas l'argument principal. L'argument principal, c'est la qualité de l'environnement scientifique qu'ils vont pouvoir trouver. Vous citez les GAFA, les grandes firmes informatiques. Est-ce que les chercheurs sont sensibles aujourd'hui à l'état d'avancement des recherches et des équipements qui concernent l'intelligence artificielle avant de se déplacer ou de s'expatrier? Parce qu'évidemment, le pays de l'IA, aujourd'hui, ce sont les États-Unis et c'est la Chine. Alors, le pays de l'IA, alors d'un point de vue économique, oui, bien sûr, vous avez raison. Maintenant, l'IA, c'est quand même avant tout des mathématiques et de l'informatique. Et la France reste probablement la nation numéro 1 ou une des 2 premières nations en ce qui concerne les mathématiques. Et donc, on a en France des cerveaux, que ce soit féminin ou masculin, de grande qualité. Donc, on a en potentiel, en ce qui concerne l'IA, qui est tout à fait fort en France et en Europe, avec aussi quelque chose qui est en train de monter, c'est l'application, c'est l'utilisation de l'IA dans d'autres domaines. Donc IA et chimie, IA et énergie, IA et santé. Et tout ça, ce sont des sujets sur lesquels la France et l'Europe ont tout à fait des atouts de premier plan.
Question que se posent beaucoup de Français, c'est comment évalue-t-on les chercheurs aujourd'hui, leurs résultats, entre liberté totale, ce qu'on appelle la liberté académique, le contrôle nécessaire, puisque souvent des fonds publics et privés sont engagés, et l'évaluation des résultats. Comment fait-on en sorte que la recherche soit un investissement, sans être dans un court-termisme nécessaire, mais enfin pas nécessaire, mais de donner dans le court-termisme? Alors, il y a plusieurs façons d'évaluer les chercheurs et les chercheuses, et c'est probablement une des professions les plus évaluées. C'est-à-dire que les gens sont évalués tous les ans. On les évalue à la fois sur la production scientifique, c'est-à-dire les publications, les conférences, mais aussi les brevets, les innovations. Et si on prend maintenant pas un chercheur ou une chercheuse, mais l'ensemble du CNRS, par exemple, on crée chaque année entre 80 et 100 startups. On a plus de 300 laboratoires communs avec des industriels dans lesquels on fait notre métier, qui est de la recherche fondamentale, mais on l'a fait sur des questions qui ont été définies avec les partenaires industriels. Et donc, vous voyez que ce lien entre la recherche académique, la recherche fondamentale d'un côté et l'innovation est absolument clé. Toute innovation, en fait, est née de recherche fondamentale. Et simplement, il faut construire le chemin qui va de cette recherche fondamentale à l'innovation, à la création de valeur, à la création d'emplois. Antoine Petit, une dernière question. Si le président de la République n'annonce pas des moyens pour rattraper le temps perdu et les moyens qui ne sont pas arrivés en 30 ans et que vous pointiez à l'instant, ce sera une réunion pour rien ? Non, je crois qu'encore une fois, on attire chaque année des chercheurs et des chercheuses étrangers. Et je crois que c'est important de rappeler que dans un contexte international dans lequel la science est quand même remise en question de façon assez inquiétante, l'Europe est une terre d'asile pour la science et pour les scientifiques du monde entier. Antoine Petit, président du CNRS, était l'invité de la matinale de Radio Classique. Merci et à bientôt, Monsieur le Président. Je vous laisse filer à la Sorbonne. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du lundi, c'est Luc Ferry.